Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilli. À 9h32 sur Sud Radio, la vérité en face avec notre invité ce matin. Nous allons tout savoir, tout comprendre avec vous, Yves Bourdillon. Bonjour. Bonjour. Et soyez le bienvenu. Vous êtes journaliste au service international du quotidien Les Échos, que je vous avoue lire assidûment chaque matin, chargé du Proche-Orient et on va dire de l'ex-URSS, c'est la Russie et toute l'Europe de l'Est. Exactement. Ça fait du monde quand même, Yves Bourdillon. Et vous allez nous éclairer avec ce message très inquiétant de Vladimir Poutine. Un de plus, j'ai envie de dire ce matin. La Russie qui ne veut pas de la guerre en Europe, mais se dit prête si elle est attaquée. Vous avez entendu les mots du président de la Russie. Nous sommes en pleine négociation. On va y revenir également autour d'une paix hypothétique en Ukraine. Très hypothétique. Et à quel prix, Yves Bourdillon? Comment interpréter cette déclaration de Poutine? Évidemment, pris comme ça, c'est assez glaçant, mais c'est une technique habituelle. C'est pas la première fois. Souvenez-vous, juste quelques jours après le début de l'invasion de l'Ukraine en février 2022, il avait dit: tous ceux qui se mettront en travers de notre chemin subiront les armes les plus terribles que l'humanité ait jamais conçues. Petite allusion à des raids nucléaires qui n'ont aucun sens, puisque nous en avons aussi. Donc là, simplement, à un moment de clé de négociation, il essaye de fragiliser l'opinion publique occidentale en espérant qu'elle va faire pression sur ses dirigeants pour lâcher l'Ukraine. Donc la phrase est assez claire là-dessus, et en même temps, il prend bien soin de souligner s'il nous attaque. Donc il ne dit pas que la Russie est prête à faire la guerre, à attaquer l'Europe. C'est si l'Europe attaque, ce qui ne fait pas partie des plans. Donc c'est une technique de guerre psychologique très classique à Moscou, et c'est pas une raison pour s'affoler nous-mêmes. Il faut en tenir compte, il faut voir comment il pratique. Mais voilà. Yves Bourdillon, le président russe parle donc aux Européens, il parle à Emmanuel Macron, il parle à Friedrich Merz, il parle à tous les Starmer. Et en fait, est-ce qu'il parle aussi à son opinion publique en Russie? Est-ce qu'il montre ses muscles? Il doit y avoir des motivations multiples derrière. Alors, il parle, ou plus précisément, ce sont ses collaborateurs qui parlent éventuellement par des canaux compliqués, parce qu'il ne parle plus directement. Il est un peu persona non grata auprès des dirigeants occidentaux, ne serait-ce qu'il est quand même inculpé pour crimes de guerre. Donc il y a des canaux de communication, heureusement, entre Moscou et les capitales occidentales, mais ce genre de message, effectivement, vise l'opinion publique occidentale en essayant de l'effaroucher, et aussi les Russes pour dire: nous sommes très solides, nous sommes prêts à faire la guerre parce que nous la gagnerions si elle devait avoir lieu, ce dont on peut débattre. Donc c'est aussi une manière de plastronner un patriotisme ou un chauvinisme auprès de ceux des Russes qui ont besoin de ce genre de message. Puisque vous ouvrez la parenthèse, justement, parlons-en. Quand l'on voit ce qui se passe depuis le déclenchement de ce qu'ils appellent l'opération spéciale, cette guerre sauvage menée contre l'Ukraine, et on voit que, même si l'armée russe progresse pas à pas, on va dire, au prix de pertes colossales, vous allez nous préciser ça. Mais techniquement, l'armée russe n'est pas en mesure, mis à part l'utilisation d'armes massives et décisives, avec une riposte qui serait appropriée, de mener une guerre unilatérale contre des pays européens. Alors effectivement, une armée conventionnelle qui peine à avancer en Ukraine alors qu'elle a un avantage numérique de 4 contre 1, on ne voit pas comment elle pourrait aller beaucoup plus loin. Et évidemment, on est hors contexte nucléaire qui n'a pas lieu d'être. Normalement, les armes nucléaires empêcheraient une guerre, d'ailleurs dissuaderaient une guerre conventionnelle, même s'il y a quand même un contre-exemple où deux puissances nucléaires, en 1969, la Chine de Mao et l'URSS se sont fait la guerre alors qu'elles avaient des armes, mais elles se sont mis d'accord en quelque sorte pour ne pas monter aux extrêmes. Donc le risque d'un conflit conventionnel en Europe entre la Russie, si elle gagne la guerre en Ukraine, et l'Europe est pris au sérieux à l'horizon de 3-4 ans par les services de renseignement et les généraux. Et elle peut en 3-4 ans monter terriblement en puissance, parce que la société russe maintenant est très militarisée. Les ressources sont dirigées
majoritairement vers le complexe militaro-industriel. Pour l'heure, elle n'est pas en situation, on le voit bien, vous venez d'évoquer, ils progressent très difficilement. La preuve, c'est que la ville de Pokrovsk, dont ils sont en train de s'emparer, ça fait 17 mois qu'ils l'assiégeaient. Et ils ont mis 17 mois pour avancer d'une quinzaine de kilomètres. Donc, ils ne sont pas très très puissants, mais à prendre au sérieux quand même. Où en est aujourd'hui militairement l'armée ukrainienne ? Alors, elle a des forces et des faiblesses qui lui permettent de tenir, et donc elle n'est pas à la veille d'un effondrement du front, même s'il y a des revers stratégiques, comme la chute de Pokrovsk, qui est un hub logistique. Son point fort, c'est une industrie du drone qui fait que de facto les grandes offensives de tanks et d'infanterie russes ne sont plus possibles, tout comme d'ailleurs pour les mêmes raisons les drones russes empêchent des contre-attaques ukrainiennes importantes. Son gros point faible, c'est le manque d'hommes, parce que tout simplement il y a eu beaucoup de morts, moins que les Russes, puisque en défense on a moins de pertes que celui qui attaque, mais quand même, ils ont de plus en plus de mal à recruter. Il y a des désertions. Maintenant, ils recrutent parfois des soldats de 60 ans, pas forcément en première ligne, mais quand même en deuxième échelon. Donc, l'armée ukrainienne a un grave déficit d'hommes et qui peut vraiment beaucoup l'handicaper. Mais elle a quand même des points forts qui sont des tactiques assez habiles, agiles, une capacité d'adaptation et surtout, ce que je viens d'évoquer, les drones qui font que désormais une patrouille de 3 soldats russes sur le front, elle est en zone de mort et elle se fait éliminer en quelques minutes. Yves Bourdillon, est-ce que nous avons, oui ou non d'ailleurs, une idée des pertes de part et d'autre ? C'est très difficile parce que, évidemment. Il y a des statistiques là-dessus. Oui, comme dans tout tantôt généralement, parce qu'en Russie il y a la censure, qui évalue que la Russie aurait perdu 1,1 million, entre 1,1 million et 1,3 million. Alors perdu, c'est mort ou blessé grave. Et blessé grave, voilà. Oui. Et l'Ukraine pourrait être aux alentours de 300 000, 400 000. Ce qui est donc il y a un ratio qui est favorable à l'Ukraine, mais comme l'Ukraine est 4 fois moins peuplée, et qu'en plus la Russie recrute des mercenaires à des soldats nord-coréens d'une valeur militaire très discutable, mais a aussi des mercenaires africains, enfin, elle recrute partout. Donc le ratio de morts et de blessés, c'est une chose, mais le nombre d'unités disponibles sur le front, c'en est une autre. Est-ce qu'il y a un impact de ce que vous en savez? Vous êtes, je rappelle, le spécialiste de ces questions au journal Les Échos. Est-ce qu'il y a, Yves Bourdillon, un impact sur l'opinion publique russe? Il a été dit et écrit dans divers grands journaux que, au fond, les troupes qui étaient impliquées, vous avez évoqué effectivement des supplétifs, des mercenaires et autres, mais le gros des troupes venait des confins, si je puis dire, de l'Empire, quoi. Exact. Et du coup, ça n'impacte pas l'opinion, on va dire, à Moscou et dans les grandes villes russes. Ce qui compte pour le régime, c'est de préserver Moscou et Saint-Pétersbourg, comme toujours, à la fois des raids ukrainiens, donc il y a des défenses antiaériennes, pas d'ailleurs imperméables, mais assez intenses autour de ces deux centres, mais surtout qu'on ne recrute pas trop dans ces deux centres qui sont les deux grandes villes du pouvoir, en quelque sorte, même si Saint-Pétersbourg est traditionnellement plus rebelle. Donc oui, il y a un impact qui est difficile à mesurer, parce que tout simplement l'opinion publique russe n'existe pas vraiment, puisque les médias sont aux ordres. Donc elle n'a pas l'occasion de s'exprimer. C'est difficile de savoir ce que pensent les Russes, et il y a quelques chercheurs russes, dont certains d'ailleurs ne peuvent plus mettre les pieds à Moscou, puisqu'ils ont écrit des choses qui déplaisent au régime, qui estiment que grosso modo c'est un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers soutient le régime jusqu'au bout et veut la victoire à tout prix, et donc est prête à suivre un mot d'ordre qui serait tout brûler jusqu'à Cherbourg. C'est quand même ce qu'ont écrit des académiciens proches du régime il y a 2 jours. Jusqu'à Cherbourg. Oui, il faut vaincre l'Ukraine, et ensuite on va jusqu'à Cherbourg et on brûle tout. Voilà leur conception. Pour ceux qui, en France, croient que cette guerre ne nous concerne pas. Et donc, il y a un tiers qui est jusqu'au boutiste, un tiers qui est totalement indifférent, qui s'occupe de sa petite vie en disant « je fais pas de politique ». Et regarde ailleurs. Et regarde ailleurs. Et un tiers qui est plutôt dans le doute, pas dans la révolte, parce que si vous êtes révolté, vous êtes en prison demain matin, mais plutôt dans le scepticisme, qui se dit « mais pourquoi donc faisons-nous tout ça ?»
pour l'instant, au moment où nous échangeons ce matin, Yves Bourdillon, il n'y a pas à Moscou, en Russie, d'équivalent de ce que fut Evgeny Prigojine, hein, c'est-à-dire une espèce d'opposant qui a failli, qui était peut-être susceptible quand il a fait cette montée sur Moscou, qui l'a stoppé lui-même, hein, d'ailleurs, avant de disparaître dans un mystérieux accident d'avion. Oh, pas si mystérieux que ça, pas si mystérieux que ça. Il n'y a pas d'équivalent de quelque chose d'un chef militaire qui dirait on arrête tout ça, on renverse le président, on change la politique au cœur de Moscou. Non. Ça n'existe pas. Non, Prigojine d'ailleurs était très proche de Poutine avant de se retourner curieusement contre lui, peut-être pour des histoires financières. Et cette révolte a tourné court rapidement parce qu'il a eu peur d'entrer dans Moscou. Ça aurait été un bain de sang. Cela dit, cette montée-là avait montré la fragilité du régime à ce moment-là. Et il n'y a pas de tradition de coup d'État militaire. On y a cru à ce moment-là. Hein. Oui, quand je dis on, c'est à l'Occident. On s'est dit tiens, ça a changé. Oui, je me souviens d'ailleurs quand j'ai vu les premières informations, je me suis dit tiens, un coup d'État. Voilà. Bon, le lendemain, il a fait demi-tour. Mal lui en a pris peut-être, puisqu'il signait ainsi son arrêt de mort. Mais il n'y a pas de tradition déjà de coup d'État militaire en Russie en 3 siècles. Et on ne voit pas de généraux qui se révoltent ou qui expriment une tentative de vouloir renverser le régime. Pour l'instant. En revanche, le régime est moins monolithique qu'il n'y paraît, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du FSB, il y a des clans, comme dans toute organisation, il y a des gens qui se détestent. Poutine n'a pas que des amis. Donc si jamais les questions militaires tournaient mal, il aurait très vite de gros ennuis. Mais pour l'instant, on en est loin, puisque il faut reconnaître que l'armée russe progresse, certes lentement, mais elle progresse. Mais elle progresse. Allez, avec vous, dans un instant, Yves Bourdillon, nous allons revenir sur ces menaces de Vladimir Poutine à prendre, on va dire, au second degré, quoique, à long terme. Nous évoquerons avec vous aussi l'avancée de ces négociations. Qu'est-ce qu'il faut en retirer? Est-ce qu'il y a une issue possible? Mais à quel prix pour l'Ukraine? Nous ferons un détour avec Hugo Lasserre, qui est le chef de groupe IFOP Opinion, qui nous dira où en est l'opinion française. Hein. Ce sera un éclairage dans un instant par rapport à cette guerre en Ukraine. À tout de suite pour la suite de La Vérité en face sur l'antenne de Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face. Jean-François Achili. Allez, la suite de cette Vérité en face consacrée aux menaces de Vladimir Poutine qui, au fond, est prêt à nous faire la guerre si nous la déclenchons. Hein. Pourquoi dit-il cela? Nous sommes en pleine négociation. Nous sommes en compagnie de notre expert Yves Bourdillon qui nous éclaire, un journaliste au service international du quotidien Les Échos. Merci d'être avec nous, de rester avec nous, Yves Bourdillon. Volontiers. Et vous êtes, je rappelle, en charge du Proche-Orient. Et j'aime bien dire ça parce que ça date d'une autre génération, de l'ex-URSS, de l'Empire, hein, c'est-à-dire toute la Russie et tous les pays limitrophes, tous les pays, et puis l'Europe de l'Est, celle qui est en première ligne avec les menaces de monsieur Poutine. Hein. Oui, que d'ailleurs Vladimir Poutine semble vouloir peut-être pas reconstituer entièrement, mais enfin on se souvient de sa phrase, il avait dit la dissolution de l'URSS était la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Donc il veut vassaliser du moins un certain nombre de pays de cet ensemble. C'est le nouveau tsar. Et nous sommes en ligne avec vous. Bonjour Hugo Lasserre. Oui, bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous êtes chef de groupe IFOP Opinion. Nous vous sollicitons ce matin, Hugo Lasserre, pour connaître avec vous, au fond, quel est le regard aujourd'hui de l'opinion publique en France sur la guerre en Ukraine. Alors, ce qu'on voit, c'est que sur la guerre en Ukraine, on a une inquiétude qui est toujours très marquée dans l'opinion, notamment à l'égard des conséquences économiques de la guerre en Ukraine, 80% d'inquiétude. Sur la menace d'une troisième guerre mondiale à 70%, l'utilisation d'armes nucléaires à 69% et la survenue d'une attaque nucléaire sur le sol français à 59%. Donc une inquiétude majoritaire partout. Néanmoins, ce qu'on peut noter, c'est sur la spécificité de l'utilisation d'armes nucléaires ou la survenue d'attaques nucléaires. On voit que ça s'est érodé dans le temps, cette inquiétude. On est à des moins 10, moins 12 points d'inquiétude depuis octobre 2022, où on avait déjà testé cela, donc 6 mois après le début du conflit. Donc sur l'utilisation d'armes nucléaires, ça baisse. Mais par contre, sur la potentielle menace d'une troisième guerre mondiale, on reste très très stable, à 70% d'inquiétude. On était à 71% au début du conflit, ce qui montre bien que dans l'esprit des Français, l'extension du conflit russo-ukrainien en Europe et puis même à l'échelle internationale est une réelle source d'inquiétude. Et puis ça rentre en écho avec, bien entendu,
déclarations de Vladimir Poutine, et puis aussi les déclarations du chef d'état-major des armées lors du congrès des maires, qui disait de se préparer à une expansion. Le général Mandon, j'allais vous poser la question justement là-dessus, Hugo Lasserre. Est-ce que votre enquête est antérieure à cette déclaration du chef d'état-major des armées ? Alors justement, elle a été faite un tout petit peu après, 3-4 jours, une semaine après. Elle prend en compte finalement l'effet Mandon. Mon souvenir était très fort. Ouais. Et bien sûr, elle prend en compte cet effet Mandon. Ça a été beaucoup décrié dans le débat public, mais ce général, chef d'état-major des armées, a peut-être pointé quelque chose qui préoccupe l'opinion publique. Encore un mot avec vous, Hugo Lasserre. Vous êtes au fond très au fait de ce que ressent l'opinion publique là-dessus. Il a souvent été dit que l'Ukraine c'est loin. Rappelez-vous ce qu'on disait au départ du conflit. Très vite sont venus se greffer on va dire les considérations sur la hausse du coût de l'énergie. Mais désormais, j'ai l'impression, et vous me le confirmez ou pas, Hugo Lasserre, que effectivement, c'est ce que vous évoquiez à l'instant, la perception de la menace de guerre est devenue bien réelle et une réelle préoccupation des Français. Ah oui, non, bien sûr, la menace d'une guerre en Europe et qui s'étend, l'extension du conflit, est une réelle menace et une réelle source d'inquiétude chez les Français. On le voit, c'est à plus de 70% d'inquiétude et c'est quelque chose qui est réellement concret aujourd'hui. Et ce qu'on voit également avec le service militaire, le service militaire qui est soit obligatoire ou volontaire, est majoritairement souhaité par les Français, avec des écarts bien entendu générationnels. Les 18-25 ans sont moins favorables à ce service militaire. Merci à vous pour ces précisions et ce regard ce matin, Hugo Lasserre. Je rappelle, vous êtes chef de groupe IFOP Opinion sur ces Français, Yves Bourdillon, préoccupé par cette menace de conflit. Nous y revenons, jadis le parapluie nucléaire. Merci à vous. Le parapluie nucléaire, on se disait on est à l'abri de tout finalement, les Américains sont là, il y a l'OTAN, et puis aujourd'hui, tout change. Aujourd'hui, les Américains sont beaucoup moins là, déjà. Pour autant, le parapluie nucléaire joue toujours, c'est-à-dire que je suis assez surpris du niveau très élevé de crainte d'une guerre nucléaire, parce que quand même, la dissuasion, rien fonctionne toujours. C'est-à-dire rien n'indique que Poutine ne comprend plus ce qu'on appelle la grammaire nucléaire, à savoir que tirer des bombes nucléaires, c'est la garantie, c'est la destruction mutuelle assurée qui a fonctionné pendant 60 ans, MAD. Mutual Assured Destruction. Oui. Donc là, je suis surpris, il n'y a pas de risque réel de guerre nucléaire. En revanche, une guerre conventionnelle, c'est-à-dire que le nucléaire dissuade le nucléaire. Mais il ne dissuade pas forcément le conventionnel. Et il y a eu un contre-exemple. Et on peut imaginer, alors, la crainte d'une guerre mondiale où le conflit ukrainien se déraperait en quelque sorte, je suis un peu surpris parce que là aussi, je n'y crois pas trop. Oui. En revanche, si la Russie gagne la guerre en Ukraine, l'appétit venant en mangeant, 2-3 ans plus tard, oui, là il y a un risque élevé qu'ils attaquent un pays de l'OTAN pour discréditer l'OTAN, qui est la mission quasi mystique de Poutine. Il veut discréditer l'OTAN, il veut que l'OTAN n'existe plus. C'est la revanche de la guerre froide. Le temps tourne malheureusement, Yves Bourdillon. Les négociations, où est-ce qu'on en est ? Eh bien, il y a eu 5 heures hier. Pour dire quoi, je ne sais pas, parce qu'en vrai dire, ça n'avance pas. Il y avait un communiqué des Russes disant il y a des points positifs, mais d'autres qui restent négatifs. Donc tout simplement, les négociations, il y a un point central, et puis des points importants comme le futur des actifs russes, et puis l'organisation des alliances militaires, mais qui sont finalement secondaires, quoique très importants, au point clé qui est que les Russes veulent que l'Ukraine abandonne ses forteresses de l'ouest du Donbass. Or ça, c'est impensable, totalement impensable, parce que ça veut dire que dans ce cas-là, l'armée ukrainienne, sans combattre, alors que l'armée russe se casse les dents, ils ont mis 17 mois à prendre Pokrovsk, donc devrait abandonner ces forteresses de Slaviansk et Kramatorsk, et ça ouvre complètement la voie vers Odessa et vers Kiev. Donc c'est une capitulation. Donc ça, c'est la mer d'Azov dans un écrin, et puis ensuite on est en prise directe, enfin les Russes sont en prise directe avec le reste de l'Ukraine. Oui. Donc du coup, l'Ukraine ne peut pas accepter ça. Si Zelensky fait ça, il aurait, il serait, j'allais dire, renversé. Enfin, il aurait de très très graves ennuis. Pour conclure avec vous, et merci pour ces lumières, Yves Bourdillon des Échos, vous voyez comment l'avenir proche, là, je sais bien que personne n'a de boule de cristal, bien malin qui sait, c'est très difficile, il peut très bien ne rien se passer en réalité, là. Alors, soit Trump, pour des raisons hallucinantes, parce que Poutine lui a fait miroiter des accords, des mines, ou je ne sais trop quoi, des milliards de dollars pour lui et sa famille, tord le bras à l'Ukraine et vraiment essaye de lui imposer cet abandon, et je crois qu'il n'y arrivera pas.
parce que tout simplement ça serait la fin de l'Ukraine en tant que nation, soit on fait beaucoup de palabres, on continue pendant des semaines à dire oui, ce plan il avance, il recule, c'est plus 28 points, c'est 19, c'est plus 19, c'est 6, mais finalement on n'aboutit à rien et le conflit continue avec un gel de la ligne de front où les Russes vont continuer à grignoter et vont progresser. Il y a un expert militaire qui me disait les Russes peuvent peut-être prendre Kramatorsk, la principale place, l'une des 3 principales places fortes, d'ici 1 an et demi. 1 an et demi. Donc, voilà. Nous avons le temps et des drames et des négociations qui n'en finissent jamais. Merci Yves Bourdillon. Merci vraiment, très éclairant ce matin sur ces menaces de Poutine et cette situation qui est figée pour l'instant avec des négociations dont nous ne savons pas ce qui ressortira. Je rappelle, vous êtes journaliste au service international du quotidien Les Échos, spécialiste du Proche-Orient et de toute la sphère russe et des pays de l'Est. Merci d'avoir apporté ces lumières ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Allez, il est l'heure à présent de donner le nom du gagnant de notre jeu. Bonjour Michel. Vous êtes en direct avec nous, Michel, j'imagine. Vous nous entendez, vous êtes là, Michel. J'essaie de vous avoir en direct. Je salue au passage Yves Bourdillon qui nous quitte. Merci Yves Bourdillon, à bientôt. Allez, Michel de Carcassonne, vous êtes l'heureux gagnant de notre cadeau, une machine à glace Creamy Swirl de la marque Ninja. Vous pourrez la recevoir, je vous promets, je ne vais pas vous la piquer. Le Ninja Creamy Swirl, machine à glace 2 en 1, je peux vous assurer, je l'ai en photo, c'est un merveilleux cadeau qui transforme votre cuisine en glacier. C'est vous le marchand de glace, vous aurez 13 programmes inclus pour recréer vos desserts maison. Voilà donc ce cadeau que vous gagnez, bravo à vous. C'est le sapin de Noël qui dure jusqu'au 25 décembre. Et mon cadeau à moi ce matin, j'accueille dans ce studio ma très chère Valérie, expert. Installez-vous, prenez le temps Valérie. Non, mais vous savez que dans la vie, il faut savoir parfois vraiment respirer. Absolument, prendre le temps, absolument. Il se passe beaucoup de choses ce matin. Dites-moi, de quoi est-ce qu'on va parler dans Mettez-vous d'accord avec vous? Écoutez, nous allons revenir sur cette formidable interview de Bruno Retailleau ce matin. Oui. Il a dit énormément de choses. Oui. Et en particulier, moi je voulais savoir ce que pensaient nos auditeurs d'Édouard Philippe et de cette décision de ne pas voter le budget de la sécurité sociale. Bruno Retailleau s'est exprimé également sur le sujet. On va revenir sur la labellisation des médias. Alors c'est un sujet qui vous passionne. Vous êtes très nombreux à nous appeler depuis. L'histoire n'est pas terminée. Hier, il y a eu rétropédalage sur tous les plateaux de télévision. Moi, j'avoue que je n'ai rien compris. Labellisez-vous vous-même. C'est en gros le message qu'a fait passer la ministre de la Culture. Donc là encore, on vous attend suite de cette... Qui va distribuer les bons points dans la profession? C'est la question. Et puis, on va parler d'éducation sexuelle à l'école. L'État a été condamné pour manque d'informations. Là aussi, dites-nous comment ça s'est passé pour vos enfants. Est-ce qu'il y a eu suffisamment de cours à l'école? 0826 300 300, à tout de suite. Excellente émission. Merci à vous, ma chère Valérie.